7e cours sur les structures juridiques des associations. Structures juridiques des associations, nous avons vu que le ministère est un peu, entre guillemets, trompeur. C'est-à-dire que souvent les gens pensent qu'ils ont un appel, ils ont un don de Dieu. Donc ça y est, je suis dans le ministère, je vais prêcher, Amen, et Dieu va me bénir. Oui, Dieu va nous bénir, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut aussi que dans le naturel, il y ait un certain nombre de piliers. Et ces piliers, si nous ne les mettons pas, nous pouvons complètement ruiner notre appel, ruiner notre ministère et terminer dans un trou et oublié par tout le monde. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas eu cette sagesse dont nous avons besoin pour manager un ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement l'aspect public où quelqu'un vient et prêche ou enseigne devant un microphone et devant des gens. Avec un microphone et devant des gens, c'est bien plus que ça. Ça, c'est la partie que l'on voit de l'iceberg, mais il y a tout le reste qu'il faut manager. Et c'est justement sur ça que la plupart du temps, il y a des échecs terribles. Et nous apprenons au travers de ces enseignements comment mettre ces piliers importants du naturel. Et c'est le naturel et le surnaturel ensemble qui vont faire, comme le disait le fils de Kenneth Hagin, une force explosive pour Dieu. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez aller loin dans le ministère ou que vous voulez aider efficacement un ministère, parce que vous êtes appelé aussi à entourer des hommes et des femmes de Dieu qui ont une onction, eh bien, il va falloir que vous compreniez comment ça fonctionne. Et malheureusement, on s'aperçoit que ce soit beaucoup de pasteurs que je peux rencontrer, beaucoup de serviteurs de Dieu en général, je m'aperçois que beaucoup de gens ne comprennent pas, alors qu'ils servent le Seigneur, qu'est-ce que réellement un ministère. Et ils se retrouvent confrontés devant de gros problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils n'ont pas compris, ils pensent que tout va se faire dans la prière, ils se retrouvent dans des ennuis gigantesques, ça peut être des ennuis juridiques, ça peut être des ennuis financiers, ça peut être des ennuis de gens qui leur font tout un tas de coups par derrière, alors qu'ils ont un appel de Dieu, tristement, et je vous le dis et je vous le répète, les descendants de Judas ne sont pas morts, ils existent encore, malheureusement. Alors, nous avons commencé à voir pas mal de choses. Nous avons vu la première partie qui était sur les statuts. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais je vous rappelle que c'est très important, si vous avez une association ou que vous êtes dans une association, de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que la machine associative, sous laquelle les gouvernements en général du monde entier nous obligent de travailler. Il faut le dire, c'est sous l'aspect juridique des associations sans but lucratif où quasiment tous les ministères se trouvent, parce qu'un ministère, ce n'est pas une société, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas quelque chose qui va faire des produits et les revendre avec un profit, mais c'est une association de personnes qui se met et qui ont un but très particulier. C'est exactement la définition que nous avons donnée de l'association. Mais malheureusement, eh bien, cet aspect juridique dans le ministère nous pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons cet aspect de théocratie, c'est-à-dire Dieu qui règne et qui donne un certain nombre de dons à certaines personnes et qui leur dit, voilà à quoi je t'appelle, voici le don que je te fais, maintenant, vas-y, c'est à toi d'implanter cela sur la terre. Et c'est comme ça que Dieu nous amène dans le ministère. Maintenant, pour réaliser cela, il va falloir qu'on travaille avec des personnes, parce qu'on ne se prêche pas à nous-mêmes, on n'enseigne pas à nous-mêmes, mais nous exerçons le ministère envers des personnes avec une onction. Il va falloir toute une organisation, et cette organisation, c'est souvent, en tout cas pour travailler dans le naturel, on nous impose cet aspect démocratique, et l'aspect démocratique avec l'aspect théocratique, eh bien, ça se rentre dedans obligatoirement, sauf si on apprend à canaliser cet aspect démocratique des associations. C'est le gros but du cours, entre guillemets, c'est d'abord vous faire comprendre comment ça fonctionne en général et de vous dire, attention, il y a des dangers, il y a des avantages, oui, d'accord, mais il y a aussi des dangers. Donc il va falloir canaliser l'association pour qu'elle puisse, entre guillemets, ne pas faire obstruction ou ne pas être un danger à la théocratie, c'est-à-dire à ce que Dieu veut que vous réalisiez. Voilà, donc c'est vraiment cet aspect qu'on étudie ensemble, ok? Parce qu'on a vu tristement des pasteurs être dégoûtés du ministère. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a des statistiques qui ont été faites, c'est terrible le nombre de pasteurs qui sont dégoûtés du ministère et qui ne sont plus rien, qui sont là dans des églises à traîner, qui ont été pasteurs pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui sont complètement dégoûtés du ministère parce qu'ils n'ont jamais réussi ou alors ils ont eu des coups terribles, ils se sont dit mais c'est incroyable, moi j'avais mis tout mon cœur, j'avais mis mon argent, j'avais mis toute mon énergie et ils se sont retrouvés complètement par terre parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas ces choses derrière. Vous allez me dire comment Dieu peut appeler quelqu'un et que cette personne ne connaisse pas tout cela. C'est très simple. Il y a des gens, vous savez, quand vous êtes appelé au ministère, vous devez apprendre continuellement. Le ministère,
C'est un apprentissage, c'est une école. Comme la vie chrétienne est une école, le ministère est une école. On apprend toujours. On apprend, on se renforce, on essaye de mieux comprendre, on essaye d'aller plus haut. Mais on voit beaucoup de pasteurs, ils ne se posent même pas la question. Ils se disent, bon ben voilà, si Dieu me bénit, Dieu me bénit. Si Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Et c'est un peu, il y a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Ils n'ont pas de vision, ils ne créent pas quelque chose de fort, de puissant. Ils n'essaient pas de comprendre comment ça fonctionne. Ils ne s'inspirent pas des autres, etc., etc. Ils ne font pas attention à tous ces aspects naturels. Et un certain nombre d'entre eux tombent complètement et sont blessés relationnellement, etc., etc. Bon, donc nous avions vu ce qu'il y avait dans les associations, on a vu les avantages, les inconvénients du système associatif, nous avions vu cet acte, la carte d'identité que j'ai appelé un peu légale de votre organisation, hein, ce sont les statuts qui représentent ça, et c'est vraiment ça qu'on va vous demander, c'est-à-dire comment vous fonctionnez, qui vous êtes, pour combien de temps vous allez fonctionner, où est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes constitué dans les grandes lignes, etc., etc., etc. Donc ça permet je dirais, en général, de fonctionner correctement selon les lois, parce que, évidemment, tout ça, ça doit être conforme à des lois. Il y a des statuts types qu'on reprend, mais là aussi, c'est un danger. Je vous ai dit, faites attention, si vous avez un ministère, si vous créez un ministère, ou si vous travaillez dans un ministère, faites attention. Souvent, on reprend des statuts types à droite à gauche qu'on recopie, mais on ne fait pas attention, il y a plein de failles. Il y a plein de failles juridiques, entre guillemets, pour le ministère, qui peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Donc finalement, je vous ai expliqué qu'il y a quand même certaines choses, en tout cas dans les statuts, de bien mettre le nom du visionnaire fondateur, c'est-à-dire qui est à l'origine de la vision, qui a reçu la vision, parce que rappelez-vous que quelqu'un qui fonde une église locale, ce n'est pas un groupe de gens qui se sont mis ensemble et qui ont dit, voilà, le Seigneur nous a dit. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur va dire à quelqu'un, il va mettre une onction sur quelqu'un, et d'après ça, cette personne va appeler d'autres personnes, des frères et sœurs qu'il connaît, parce qu'on commence toujours une église avec quelques chrétiens, on ne commence jamais une église tout seul, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a déjà des relations quelque part avec d'autres chrétiens en disant voilà, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a visité, je vais démarrer une église, est-ce que vous voulez vous joindre à moi? Et le problème, c'est que le avec, hein, ici, venez travailler avec moi, eh bien, ça va être de l'identification pure, je vous le dis, et cette identification va vous coûter cher cette fois-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Il va falloir comprendre tout de suite que les gens travaillent sous votre leadership directement. Et malheureusement, souvent, c'est un message qu'on n'a pas trop envie de donner. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, si je commence à leur dire qu'ils sont sous ma responsabilité, comme j'ai aucune expérience dans le ministère, eh bien, les gens vont dire, ah oui, mais déjà, tu te prends pour le chef, etc., etc. Oui, et souvent, ça crée ce genre de problème. C'est triste à dire, mais dans le monde chrétien, on a beaucoup de gens qui raisonnent d'une façon un peu bizarre, j'ai trouvé. Des fois, dans le monde, on trouve des structures qu'on ne trouve même pas parmi les chrétiens. Et c'est un peu dommage, des structures hiérarchiques. Ce n'est pas une question d'être chef ou pas chef. Le leadership, nous le verrons, ce n'est pas une question de titre, c'est une question, nous verrons, d'influence, de respect. Vous aurez tout un cours sur les 21 lois du leadership, entre autres. Et en fait, il faut comprendre que Dieu oint un leader, et ce leader doit aussi prendre ses responsabilités. Alors évidemment, on ne sait pas souvent le faire, ou alors on va le faire de la mauvaise façon au départ, etc. C'est tout à fait normal, on apprend. Alors, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait. Particulièrement, je vous ai dit de faire aussi attention à quelque chose. C'est à propos donc du comité exécutif, hein, et particulièrement du président ou du représentant légal. Je vous rappelle que si vous avez un ministère, vous devez être en charge de votre association. Très important. Ce n'est pas parce que vous prêchez que vous pouvez tout déléguer juridiquement aux autres. C'est très très mauvais de faire ça. Vous devez être à la tête de votre organisation. Et souvent les pasteurs n'ont pas trop envie de faire ça parce que c'est vrai que, comme nous allons le voir d'ailleurs dans le règlement d'ordre intérieur, organiser des assemblées générales, structurer l'association, etc., etc., ça demande un certain travail juridique. Ça demande un travail rédactionnel. Et franchement, il y a des gens, ça ne leur plaît pas, c'est pas agréable à faire. Hein. Vous savez, quand vous prêchez, vous avez envie de prêcher, vous n'avez pas trop envie de vous occuper de rédiger des articles d'un règlement d'ordre intérieur. C'est pas très intéressant, c'est pas très passionnant, et pourtant il faut le faire. Il faut le faire. Il faut apprendre à le faire, et malheureusement, souvent, on le néglige et ça nous coûte cher. Alors, ce qu'il faut vraiment mettre dans cela, en tout cas déjà en protection, c'est que le visionnaire doit être le représentant légal et que le représentant légal n'est pas élu. Les autres membres du comité exécutif sont élus, il n'y a pas de problème. Mais le représentant légal, c'est le visionnaire, et lui, il n'est pas élu. Ça veut dire qu'il ne peut pas être renversé avec un système démocratique, du lobbying, des gens qui viendraient par derrière, qui essaieraient de faire rentrer gentiment des membres dans l'association, bon chrétien, bonne tête, grand sourire, mais un couteau dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Et tristement, ça existe, je tiens à vous le dire.
Je vous ai donné certains témoignages tristes, mais ça existe. Donc il faut être conscient de ces choses. Ce n'est pas courant, mais ça peut exister. Et surtout, si votre appel est grand, très souvent, vous allez avoir beaucoup d'opposition à un certain moment. Parce que le diable frappe fort les gens qui veulent monter dans le Seigneur. Les gens qu'on appelle forts, des gens qui ont un impact contre le royaume des ténèbres, ceux-là, le diable, c'est vraiment leur cible, ses cibles préférées. Vous voyez? Parce que l'ennemi veut dégommer les têtes, parce qu'il veut empêcher le royaume de Dieu d'émerger. C'est normal. Je veux dire, c'est normal parce que si vous ne faites rien pour le Seigneur, si vous avez une organisation qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand-chose, le diable vous laissera tranquille. Ou alors il y aura des histoires entre vous, histoire de se partager quelques dollars, quelques trucs, quelques machins, mais bon, c'est tant pis, vous baillerez entre vous. Mais quand vraiment vous faites l'œuvre du Seigneur, il y a de l'opposition. Jésus nous a dit qu'il y aurait des persécutions, qu'il y aurait des oppositions, qu'il y aurait tout un tas de choses qui s'opposeraient, qui vous empêcheraient d'avancer. Et ça fait partie, ce que les paroles de Jésus sont réelles. À partir du moment où vraiment vous allez marcher dans le Seigneur, vraiment vous allez vouloir aller loin, eh bien il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des choses parfois terribles. Et si vous avez des trous dans votre association, si vous avez des trous dans votre caractère, eh bien l'ennemi va essayer de s'infiltrer par ces trous et faire tout ce qu'il peut pour dégommer votre ministère. Donc il faut se protéger, il faut apprendre à se protéger. Donc le mieux c'est de faire ça. Ce n'est pas de la dictature, c'est simplement une protection. Je vous rappelle que les Américains, eux, sont passés outre de cela, ils ont simplement mis leur nom et Ministries après. Benin Ministries, Kenneth Copeland Ministries, etc. Ministries, vous en avez partout, Creflo Dollar Ministries, etc., 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 etc. Vous en avez partout, ils mettent leur nom et ils mettent Ministries, donc directement on sait qui est le fondateur visionnaire du ministère, rien qu'en regardant le nom du ministère, vous voyez. Mais je vous ai dit que dans le monde francophone, les gens n'acceptent pas facilement cela. C'est très anglophone, c'est très, très mentalité anglophone. Les francophones ont tendance à dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'orgueil, il veut se montrer, etc., etc. » Et en général, les gens ne font pas cela. En général, on met plus des noms, soit des noms bibliques, etc., etc., sur des ministères, parce que ça gêne la mentalité du monde francophone. Alors, nous avions vu que le règlement d'ordre intérieur, nous avions déjà bien avancé, on va continuer. Et je vous rappelle que l'idée du règlement d'ordre intérieur, il y a toujours d'abord un article dans vos statuts qui vous diront qui va rédiger le règlement d'ordre intérieur, et je vous ai dit de faire attention à cela aussi. Mettez que c'est le visionnaire fondateur qui doit rédiger. Ne mettez pas de délai, mais au moins c'est lui qui le fait, avec éventuellement l'aide du comité exécutif. Si vous mettez ça, ça vous laisse en charge de votre organisation. Rappelez-vous, vous devez, si vous avez un ministère, si vous êtes loin de Dieu, être en charge de votre organisation. Donc il y a forcément un petit article qui parle du règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement d'ordre intérieur, ça va être vous allez devoir le rédiger, parce que c'est vous qui avez la vision. Rappelez-vous que les gens qui vous suivent, ils suivent une vision. Cette vision, elle doit être claire de votre part, elle doit être transmise vis-à-vis des gens qui vous suivent. On verra que le leadership, c'est de l'influence. C'est une grande définition du leadership. Et pour avoir de l'influence, il faut avoir une vision qui soit claire. Et cette vision claire doit être correctement transmise à toutes les personnes qui travaillent sous votre leadership. C'est très important. Si les gens comprennent ça, ça marche très très bien. Parce qu'on marche dans les principes du royaume de Dieu. Quand c'est le flou, quand on ne sait pas. Il n'y a rien de pire que des gens qui sont autour d'un leader et qui sentent que le leader ne sait pas où il va. Ça, c'est très très mauvais. Très mauvais. Donc en tant que leader, il va falloir que vous preniez votre position et d'amener les gens quelque part. Quand les gens sentent que le leader ne sait pas où il va, ils sont là, ils attendent, bon, ils commencent à argumenter, ils disent oui, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi il ne fait pas ça, moi je serai à sa place, etc., etc. Et c'est normal parce que les gens ont la tête occupée à ne rien faire par rapport à la vision. Par contre, quand vous avez une vision claire, c'est bon, les gens foncent avec vous, et puis petit à petit, eh bien, vous voyez des bonnes personnes qui vous entourent. Et je vous rappelle que ce n'est pas facile de trouver des bonnes personnes pour être entouré dans le ministère. Des gens qui sont loyaux, des gens qui sont fidèles. On a une très bonne définition il y a quelque temps du pasteur Sanogo à propos de la fidélité, et c'est vraiment travailler dans la vision d'un autre, la fidélité. C'est vraiment typique, et on a besoin de gens fidèles, qui sont prêts à se donner pour la vision du leader. Et c'est pas facile de trouver des gens comme ça, parce que souvent les gens veulent avoir leur propre vision. Et c'est vrai que les gens souvent disent, voilà, quand ils sont un peu mécontents de quelque part, ils disent, voilà, hein, c'est un peu les Israélites qui disent, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Voilà, c'est tout à fait typique. Et ça, on en a beaucoup des gens comme ça. C'est triste à dire, les gens ont du mal à discerner ce qui vient réellement de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu réellement. D'accord? Alors, je vous rappelle que le règlement d'ordre intérieur, ou le ROI, doit être rédigé donc par le visionnaire fondateur,
c'est lui qui doit transmettre la vision, c'est lui qui doit dire comment ça marche. Je vous rappelle que le ROI, c'est la notice pratique. C'est comme quand vous achetez une machine quelconque, eh bien, il va y avoir toujours un petit livre, hein, la notice. Voilà. Et vous l'ouvrez, on vous dit, voilà, vous appuyez sur tel bouton, ça marche comme ça, vous faites ça. Il faut faire attention si vous branchez avec de l'électricité, c'est telle tension qu'il faut mettre, c'est tel truc, tel machin. Attention si vous mettez de l'eau sur la machine, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, voilà l'entretien de la machine, etc., etc., etc. Et en fait, c'est un peu l'idée du règlement d'ordre intérieur. C'est le règlement pratique. Vos statuts, c'était les grandes lignes, les grands piliers, d'accord, votre carte d'identité. Maintenant, il va falloir expliquer comment ça va fonctionner. Et c'est à vous de le faire. Et je vous rappelle que souvent le pasteur est un peu coincé parce qu'il n'a pas trop de temps à faire, sauf s'il a vraiment de bonnes bases juridiques. Le problème, c'est que souvent, il est dans sa vision de l'euphorie du démarrage, il travaille, il prêche, il voit quelques personnes se convertir, il commence à enseigner les gens, il met en place les systèmes pour les nouveaux convertis. Il est occupé à autre chose que de rédiger un document de dizaines de pages pour expliquer comment l'organisation, l'association va fonctionner. Parce que je vous rappelle que dans une église, de toute façon, l'association n'est pas représentative des membres de l'église. Des associations qui couvrent les églises, c'est des associations où vous avez quelques dizaines de membres, des fois, et pour certaines églises qui parfois ont même des milliers et des milliers de membres. Parce qu'on ne peut pas faire des assemblées générales avec des milliers de membres. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Dans une église, il y a trop de va-et-vient. Donc on est obligé de prendre quelques personnes avec lesquelles on s'entoure et avec lesquelles on va gérer toute une machine, entre guillemets, qui s'appelle l'église locale, entre autres, et institut biblique, et multimédia, machin truc, et centre de santé, etc., etc. Il y a tout un tas de trucs. Donc pour ça, il vous faut des gens qui sont solides, mais il faut que ça fonctionne à merveille. Il faut que ce soit une machine qui soit, entre guillemets, dont les rouages soient parfaitement graissés, que tout fonctionne très très facilement. Donc ça, c'est un problème qu'on a. C'est que souvent on ne va pas le faire et puis des années plus tard ça va commencer à nous coûter parce qu'il va y avoir des frictions, oui mais on devrait faire ça, c'est pas bien ordonné ici, etc., etc., etc. Et le pasteur doit s'y mettre. Ça, il y a un moment où vous devez vous y mettre. C'est pas facile de le faire. Le mieux, le conseil que je donne, c'est d'abord prendre un juriste et d'autre part un juriste chrétien qui comprend les choses, mais il y en a peu, il faut dire ce qui est. Et puis d'autre part, il nous faut aussi, le mieux au départ, c'est de rédiger un règlement d'ordre intérieur très succinct. Comme ça, vous avez au moins un papier, quelque chose, un petit document. Et puis, au fur et à mesure que vous faites vos armes, entre guillemets, pour votre ministère, vous commencez à comprendre comment votre ministère va fonctionner, parce qu'il est très difficile de décrire quelque chose que vous n'avez pas encore sous vos yeux. Rappelez-vous qu'une vision, c'est immatériel. Il va falloir la rendre matérielle, il va falloir la rendre réelle au travers de votre foi et de votre travail. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, vous pouvez faire des modifications de règlement d'ordre intérieur au fur et à mesure que vous progressez dans le ministère, c'est mieux. Donc, on a vu la vision, que ce soit bien clair, la description du ministère, l'organigramme. On a vu la qualité des membres aussi, l'adhésion. Alors là, il faut bien mettre, il faut faire très attention. Je vous rappelle que toute personne qui rentre dans votre association, c'est une personne qui va avoir un droit de vote, donc un droit décisionnel. Rappelez-vous que l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême. À partir de l'Assemblée générale, si vous n'avez pas des règles très strictes en tant que visionnaire fondateur, vous allez perdre le contrôle très facilement. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui rentreront et qui vous feront peut-être du mal s'ils voient que vous avez bien travaillé et qu'il y a beaucoup de choses à manger. La récolte est bonne à manger. Il y a des gens qui sont comme ça, je vous assure. Qui viennent, qui repèrent certains endroits où les choses marchent bien, ils infiltrent leurs amis et ils commencent à prendre le contrôle et ils vous mettent dehors et ils mangent tout ce que vous avez fait. Vous voyez, et ça, il faut faire très 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 attention. Ok ? Alors, il y a la radiation, on en a parlé, ça aussi, faites très attention. Radiation pour démission, radiation pour exclusion, etc. Faites très attention. Tout ça, ça doit être extrêmement légal. Ça doit être fait avec des procédures, on en a parlé. Il faut que ce soit précisé dans votre règlement d'ordre intérieur. Toutes les histoires de gens qui sont le colportage, la démission tacite, par exemple, des gens qui ne sont plus dans les activités. Il faut régulièrement mettre à jour la liste de vos membres. C'est très important. Parce que ces membres-là, ce sont eux qui vont venir dans vos assemblées générales. Et je vous rappelle qu'il y a cet aspect très important au niveau de l'Assemblée générale parce que les membres viennent, il faut que ce soit les membres actifs. Et comme vous ne pouvez pas travailler avec des centaines de membres dans une association d'églises qui couvre une église ou des églises, c'est trop compliqué. Vous allez travailler avec quelques dizaines de personnes et il faut que cette liste soit actualisée régulièrement. D'accord ? Sinon, vous allez vous retrouver avec un taux d'absentéisme trop important. Et donc, quand vous allez convoquer vos assemblées générales, vous allez vous retrouver avec un nombre, une proportion inférieure à ce qu'on appelle le quorum. On a vu ce que c'était que le quorum. Vous vous rappelez le quorum ? Le quorum, c'est inscrit dans vos statuts obligatoirement, c'est le minimum, la proportion minimale de membres qui doivent être présents pour qu'une assemblée générale puisse avoir lieu légalement.
D'accord? Donc là, on a vu que c'est quelque chose qui est très important. Donc, en tant que responsable, vous devez mettre à jour régulièrement vos membres. S'il y a des membres qui sont complètement éloignés, s'il y a des membres que vous avez exclus, etc., tout ça, ça doit être notifié. Il doit y avoir des procès-verbaux, on va en parler. Il doit y avoir des choses mises à jour. Il doit y avoir des lettres de démission. Si une personne n'est plus d'accord avec vous, dites OK, tu écris une petite lettre de démission, il n'y a pas de problème. On se sépare dans la paix, tu ne veux pas travailler dans la vision, c'est OK, c'est bon. La personne écrit une petite lettre, vous gardez ça, vous classez tout ça. Comme ça vous permet d'avoir une liste à jour. Comme ça, quand vous convoquez vos assemblées générales, eh bien, il faut faire attention. Je vous rappelle que les convocations, il faut qu'il y ait un caractère légal. Je vous rappelle que si vous prenez des décisions alors que vous avez tenu une assemblée générale, ou si vous l'avez tenue dans l'illégalité, ça veut dire peut-être un nombre de membres inférieur, une proportion de membres inférieure au quorum, ou peut-être que vous avez envoyé des convocations comme ça, verbalement, vous avez téléphoné à 3-4 personnes en disant on fait une assemblée générale, 1-1. Tout ça, il ne faut pas le faire, il faut éviter. Si vous faites ça, vous pouvez avoir des ennuis. Il peut y avoir des membres mal intentionnés qui vont aller porter plainte contre vous en disant moi je ne suis pas d'accord, on a acheté une nouvelle voiture au pasteur, je ne suis pas d'accord, on est en train de gaspiller l'argent. Et les gens commencent à parler et ça commence à vous mettre une mauvaise réputation. Donc il vaut mieux éviter tout ce genre de trucs, parce que ça ne sert à rien d'être obligé de faire une sorte de mea culpa juridique en disant oui c'est vrai, non, le mieux c'est d'éviter, le mieux c'est de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Le mieux, c'est d'amener les gens, je dirais, à travailler d'une certaine façon, à bien leur expliquer. Vos membres doivent être alertés sur comment ça doit fonctionner. Comme ça, quand les gens viennent, au bout d'un certain nombre d'années, je dirais c'est très naturel. Ils comprennent tout à fait ce que vous êtes en train de faire. Tout à fait les assemblées générales. Ils viennent là, ils sont là, ils discutent, etc. Et tout se passe très bien et c'est facile. Je vous rappelle que le juridique ne doit pas bloquer le spirituel. C'est souvent ce qu'on voit. On voit des assemblées générales. C'est pour ça qu'il y a certains pasteurs, ils ne veulent même pas entendre parler d'assemblée générale. Mais ils ont intérêt à faire attention parce qu'ils se mettent dans l'illégalité. On doit faire les assemblées générales. Nous devons fonctionner légalement selon nos statuts. Sinon, nous sommes coupables. Nous pouvons aller au tribunal. On peut avoir de sérieux ennuis à faire ça. Donc il faut faire très très attention de marcher selon les lois. C'est super important. Parce que croyez-moi, le diable ne vous fera pas de cadeau dans ce domaine-là. S'il y a une faille juridique sérieuse dans votre association, que vous êtes en train de servir le Seigneur, vous êtes là, vous vous réjouissez des nouveaux convertis, vous vous réjouissez de la bénédiction de Dieu, et d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et vous commencez à être détourné de votre vision, parce que vous êtes obligé de passer plein de temps à régler un problème qui aurait pu être évité. Je vous rappelle que nous avons ce cher proverbe en français, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est un vrai proverbe. Ok. Bon, donc je vous rappelle cet aspect de quorum est super important. Et il ne faut surtout pas tenir une assemblée générale si elle a mal été convoquée. Toutes les modalités de convocation, on en a parlé. Les tenues de deux types d'assemblée générale ordinaires, on en a parlé aussi. Le mieux, c'est le conseil que je vous donne. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais c'est mieux d'en faire une dans le premier trimestre et une au cours du deuxième trimestre de l'année, troisième, pardon, au début du troisième trimestre, c'est pas mal. Comme ça, on fait des ajustements et puis on voit tout cela. Ok. Alors maintenant, on va regarder, grand C, le déroulement typique de l'Assemblée générale. Déroulement typique de l'Assemblée générale. Parce qu'on parle de faire une Assemblée générale, mais il faut savoir comment on peut. Il y a des déroulements typiques, tout à fait typiques. Vous avez convoqué par écrit, d'accord, grand C, donc, déroulement typique de l'Assemblée générale. Donc, vous avez fait des convocations, je vous ai expliqué comment les faire, je vous ai expliqué ce qu'il fallait mettre dedans, etc., etc., etc. Typiquement dans une église, bon, c'est assez simple, ça ressemble beaucoup au système associatif classique. Et le déroulement typique d'une assemblée générale. Alors, d'abord, il faut toujours avoir quelqu'un qui prend un procès verbal, c'est-à-dire le secrétaire ou la secrétaire de l'association doit avoir stylo en main, papier en main pour commencer la séance. Parce qu'il va y avoir un aspect de procès verbal. Le procès verbal, c'est quoi? C'est écrire, c'est prendre le document, enfin c'est écrire ce qui s'est passé dans l'assemblée. Voilà. C'est ça un procès verbal. On appelle ça un PV. Donc le procès verbal, c'est normalement le secrétaire ou la secrétaire de l'association qui est là et va commencer à écrire. Donc il y a un moment où il y a une séance qui s'ouvre et c'est le président ou le représentant légal qui ouvre la séance. Quand il y a suffisamment de membres, il a convoqué une assemblée à une certaine heure, on attend un peu. Mais bon, il y a des gens, vous savez, parfois c'est triste, mais même les chrétiens qui ne sont pas très polis, ils arrivent une heure en retard et ils préviennent personne. Normalement, il y a une heure de démarrage, il y a une heure où vous devez démarrer. Si vous avez un cours au matin,
vous attendez 5, 10, 15 minutes. Hein. Moi, en général, je commence entre 15 et 30 minutes un peu plus tard. On est à l'heure burundaise ici, alors il y a toujours ces 30 minutes que je laisse, les gens le savent. Si on convoque à 15 heures, on démarrera à 15h30. Mais à 15h30, on démarre. Et il faut que les gens soient là. Et à ce moment-là, le quorum doit être atteint et on démarre. Donc il y a une ouverture de séance. Donc il y a une ouverture officielle, une heure d'ouverture officielle. D'accord. Donc le représentant légal ou le président, ben voilà. Alors ensuite, normalement, on fait signer le PV de la séance précédente. Signature du procès-verbal de la séance précédente. Et en même temps, on en profite pour rappeler ce qu'on a décidé. Donc, si on fait signer le procès-verbal, et souvent, ce qu'on fait, c'est évidemment, on en profite pour rappeler, pour rafraîchir les mémoires, en disant, voilà, la dernière Assemblée Générale s'est tenue en date de voilà ce que nous avions décidé. Brièvement, vous lisez hein, sans vous étendre, sans perdre trop de temps. Ne faites pas des assemblées générales qui durent 3, 4 ou 5 heures. C'est inutile. Si dans vos associations ou votre ministère, il y a des assemblées générales qui durent 3, 4 ou 5 heures, c'est que vous avez un problème. Une assemblée générale, ça doit être rapide. Ça ne doit pas durer des heures et des heures et des heures. Si ça dure des heures et des heures et des heures, ça veut dire que soit votre ordre du jour est trop important, trop lourd, et ça, c'est pas bon, ou alors ça veut dire que les gens sont en train de discuter, et discuter, et discuter, et discuter, et discuter, et discuter. Ça veut dire que vous, en tant que président ou représentant légal, c'est que vous n'avez pas fait un travail d'approche. Il faut faire un travail d'approche. Vous avez des conseillers. Je vous rappelle que, enfin, on étudiera le comité exécutif, mais le comité exécutif, ça doit être vos conseillers, les conseillers les plus proches. Donc, vous avez un dialogue avec eux. Vous préparez le terrain. L'Assemblée générale, c'est pas là pour commencer à ouvrir de nouveaux débats. C'est pas un endroit où on commence à dire ah oui, au fait, ah oui, mais je. Ouh. On va être obligé d'attendre quelques minutes pour les lumières. Je suis désolé. Donc l'Assemblée générale, ce n'est pas un moment où vous ouvrez de nouvelles idées, où vous êtes là en train de discuter en disant « Ah, on n'avait pas pensé à ça, etc. » Mais vous venez, et surtout le président, le représentant légal, doit avoir préparé l'Assemblée générale. Il doit avoir parlé avec un certain nombre de ses collaborateurs, de ses conseillers, la trésorière s'il y a des choses financières, ou le trésorier s'il y a des choses financières à présenter, bah, tout doit être prêt. On ne doit pas être là en train de mettre quelques petits chiffres ou dire voilà, on a une calculatrice, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez des assemblées générales correctes, il faut qu'elles soient bien prêtes. Donc, il y a différentes personnes que vous avez autour de vous. Si c'est du juridique, il faudra que la personne soit bien prête au niveau juridique, que la personne qui est membre de l'association ou que vous avez consulté, vous ait présenté un document. Si c'est de la finance, eh bien, il faut qu'il y ait des tableaux, il faut qu'on discute déjà cela. Et si c'est des choses à étudier qui demandent réflexion, eh bien, vous avez déjà donné les documents auparavant, avant l'Assemblée générale. Par exemple, une semaine ou 2 semaines avant, vous avez fait passer en même temps avec vos convocations, hop, vous avez donné les documents en mettant, voilà, ceci est à étudier pour l'Assemblée générale. Bon, vous aurez peut-être un certain nombre de personnes qui n'auront pas étudié cela en venant à l'Assemblée générale, en vous disant, je m'excuse, comme tout bon chrétien qui sait s'excuser, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de lire les documents. Bah oui, mais si on n'a pas eu le temps de lire les documents, en Assemblée générale, on n'est pas prêt à venir. Mais des gens viennent parfois comme ça, mais tant pis pour eux, il faut être clair, il faut qu'ils sachent que les choses avancent et que cet aspect juridique, bien, on ne peut pas y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Il faut essayer au maximum de condenser, c'est-à-dire d'aller droit au but. Parce que les assemblées générales, je vous dis, qui durent des heures et des heures et des heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, d'abord ça fatigue les gens. Les gens sont là, ils se disent, les frères et sœurs disent, ben oui, mais moi j'ai une famille, il faut que je parte, etc. Les décisions ne sont pas prises et on sent que ça ne tourne pas bien. D'accord. Donc normalement, une bonne assemblée générale, 1h30, c'est bien. 2 heures, ça commence à être un peu long. Puis si c'est 2h30, 3 heures, c'est que là, franchement, soit c'est mal préparé, soit il y a des problèmes dans votre association. Vous voyez. Donc il faut que les choses soient concises. D'accord. Si les gens veulent rester après l'heure et demie ou 2 heures pour boire quelque chose, discuter, etc., c'est très bien. Mais apprenez à ce que les gens aient l'habitude de fonctionner rapidement et d'une façon ciblée. Sinon, vous allez perdre du temps et 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 du temps. Et vous savez, quand vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas perdre des jours et des jours et des jours et des jours avec des gens qui veulent discuter les petits machins, les petits trucs, les petits bidules. C'est pas gérable. Il faut que les gens comprennent, les gens qui travaillent sur votre leadership, en ayant préparé le terrain, que quand ils viennent à l'Assemblée générale, les choses doivent être tac, 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 directement. D'accord. Il ne faut pas que ça traîne en longueur. Et c'est pareil pour le PV. Comme ça, on a un PV clair, les décisions sont prises et c'est terminé.
on a fini, on a quelque chose qui entérine des décisions, mais déjà vous avez préparé le terrain, parce que sinon c'est ingérable. Si vous êtes là, que vous convoquez des gens qui sont au courant de rien, qui ont l'habitude de rien, qui ne sont pas formés correctement, mais vous allez passer des heures et des heures et des heures, et puis l'un va vous poser la question, puis d'un seul coup il va vous demander, oui au fait pasteur, le problème dans l'église, ou etc., pourquoi en pleine assemblée générale? Et vous avez autre chose à faire. Vous êtes là en train de faire une assemblée générale pour avoir un document qui va entériner des décisions, qui va rendre légal des décisions. Donc vous ne pouvez pas perdre votre temps à discuter des trucs et des machins qui n'ont aucun rapport avec l'assemblée générale. Donc vous voyez, alors il relit l'ordre du jour ensuite, donc le président ou le représentant légal va relire l'ordre du jour, c'est très important. Parce que normalement, dans une assemblée générale, vous ne discutez rien d'autre que ce qu'il y a sur les points de l'ordre du jour, de la convocation que vous avez donnée. D'accord? Il y a souvent un point qu'on met divers en dernier, et dans les divers, en général, on demande aux gens. Vous voyez, par exemple, vous avez un certain nombre de points à l'ordre du jour, et vous mettez divers, et vous posez la question au début de l'assemblée, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on étudie dans cette assemblée générale? Et puis vous acceptez ou vous dites non, ça il faudra faire ça dans une assemblée générale ultérieure, c'est pas possible de faire ça maintenant. Voyez, et à ce moment-là, bon, si c'est des petites choses qu'on rajoute à la fin de la réunion d'Assemblée Générale, il n'y a pas de problème. Si on commence à réouvrir un point qui va mettre des heures et des heures à discuter, vous dites, ok, c'est pas grave, on reconvoquera une Assemblée Générale s'il faut que ce soit l'extraordinaire, ou éventuellement, c'est pas très urgent, on peut faire ça à la prochaine Assemblée Générale, vous remettez ça à l'Assemblée Générale suivante, comme ça vous avez le temps de préparer tout ce qu'il faut, de préparer le terrain, d'avoir discuté avec vos conseillers, vos collaborateurs, et puis après, prendre des décisions rapides. Mais ne perdez pas du temps sur des assemblées générales, franchement, où les gens commencent à discuter de tout et de n'importe quoi. C'est une catastrophe. Il faut avancer, il faut que les choses puissent être concises, précises, qu'on arrive aux objectifs, parce que c'est une structure juridique. Si cette structure juridique vous empêche de fonctionner correctement, vous prenne votre temps. Vous savez, dans le ministère, il y a quelque chose qui est important, c'est ce qu'on appelle la loi de la priorité. D'ailleurs, c'est vrai dans tout leadership, tout leader qui exerce un leadership, il y a des priorités. Si vous gérez mal vos priorités, vous allez perdre votre temps sur des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et quand vous êtes dans le ministère, il faut faire très attention parce qu'il y a plein de petits renards qui peuvent venir manger votre vigne, manger vos raisins, etc., parce que vous êtes là en train de perdre votre temps avec tout un tas de trucs qui sont pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'accomplir la grande mission que Jésus nous a donnée. D'accord ? Mais pour ça, il faut une structure juridique. Pour ça, il faut que les choses soient légales. Pour ça, il faut qu'il y ait des assemblées qui soient tenues correctement, légalement, etc. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Il faut que ces décisions soient notées dans des procès-verbaux. Par exemple, si vous achetez une propriété ou si vous faites telle et telle chose sur les comptes en banque, il faut que ce soit noté quelque part. Si ce n'est pas noté quelque part, vous pouvez avoir des ennuis. Ça peut impliquer plein de problèmes. Si les gens ne sont pas d'accord avec les budgets, etc., ou vous créez des problèmes avec les budgets parce que vous faites n'importe quoi, ça vous causera bien des problèmes. Alors, il faut, il y a des discussions sur les points à l'ordre du jour, et bien sûr, chaque membre peut exprimer son opinion, d'accord ? Il faut discuter sur les points à l'ordre du jour. Mais très souvent, si vous savez bien y faire, si vous avez une bonne équipe, vous aurez déjà discuté avec, je dirais, les gens les plus... Vous savez, dans une assemblée générale, très souvent, le comité exécutif, ce sont des gens qui sont proches, ce sont des gens, en général, qui sont leaders quelque part, ce sont des gens qui doivent vous aider, vous conseiller à prendre les meilleures décisions. Donc souvent, ces gens-là ont du poids vis-à-vis des autres membres. Dans une assemblée générale, vous verrez, il y a des membres vraiment, ce sont, excusez-moi, mais des figurants, il faut dire ce qui est, hein, pour un certain nombre d'entre eux, ils viennent là parce qu'un jour vous leur avez dit de venir, parce que vous les aimez bien, parce que c'est des braves frères, braves sœurs, mais finalement, en pouvoir décisionnel ou en pouvoir de conseil, ils ne sont pas très forts. C'est pas grave, ils sont là, ils représentent quelque chose, ils sont gentils, ça se passe bien avec eux, ils sont vraiment dévoués à la cause, mais vous sentez qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées en général. Bon, il y en a d'autres par contre, ils vont germer d'idées, plein d'idées, ce sont des pépinières à idées, et ils vous aident énormément. Et ces gens-là, souvent, il faut les consulter avant. Et souvent, ces gens-là aident à influencer pour prendre des décisions. Et évidemment, chaque membre s'exprime, mais là encore, il faut que les membres comprennent qu'il faut aller dans le sens de la vision. Il faut aller dans le sens du visionnaire. Il ne faut pas que les gens vous mettent des bâtons dans les roues. Si vous avez proche de vous des gens qui sont constamment en train d'essayer de freiner vos décisions, vous ne vous en sortirez jamais. Ces gens-là ne doivent pas être dans votre association. Ça, je tiens à le dire. Il faut des gens qui vous sont loyaux et fidèles. Il ne faut pas des gens qui fassent de la figuration et qui ne disent rien. Non. Des gens qui expriment de bonnes idées, des bons conseils. Des gens à qui vous pouvez dire « qu'est-ce que tu en penses ?»
Et quand tu lui dis qu'est-ce que tu en penses, la personne doit être capable de te donner une opinion correcte, une opinion équilibrée, en disant pasteur, bon, moi de toute façon je suis dans la vision, je fonce avec vous dans la décision, mais j'aimerais quand même qu'on fasse attention sur tel ou tel point. Ça, c'est des gens qui sont précieux. Parce que c'est des gens qui peuvent des fois vous alerter sur quelque chose que vous ne voyez pas en tant que pasteur et en tant que leader. Ça, c'est des gens qui sont très très précieux. Parce que ces gens-là, ils sont avec vous dans le cœur, mais ils sont aussi un peu comme des garde-fous. C'est un peu des gens qui surveillent. Ils disent attention, peut-être que là on peut avoir un danger potentiel. Il faut tout de suite qu'on alerte le pasteur en disant attention pasteur, si on s'engage dans ça, peut-être qu'il peut y avoir ça, ça et ça comme problème qui peuvent survenir. Donc il faut qu'on se prépare. Vous voyez, ça c'est des gens qui sont très précieux. C'est des gens qui ne vous mettent pas des bâtons dans les roues. C'est des gens qui sont avec vous dans la vision dans laquelle vous amenez l'Église, vous amenez le ministère. Mais ce sont des précieux conseillers aussi qui sont capables de vous dire attention là pasteur, faites attention. Là on traite avec telle personne. Je connais, etc. Et il vous donne quelque chose qui vous permet, ou vraiment, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on soit prudent par rapport à telle et telle situation, par rapport à cet engagement-là. Donc si on le prend, il faudrait qu'on mette ça, il faut qu'on sécurise comme ça, etc. Ça, c'est des gens qui sont très précieux, des gens qui sont bien, des gens qui vous donnent aussi des bonnes idées, etc. etc. Donc vous voyez, donc, les discussions, ça ne doit pas être des discussions où les gens discutent sur la couleur de la moquette. Ils n'étaient pas contents parce qu'au dernier culte, il y avait un néon qui ne marchait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme ça, parce que ça, c'est insupportable, ces gens. Ils sont insupportables dans les assemblées générales. Ils vous racontent des trucs qui n'ont rien à voir avec l'avancement, des décisions qui doivent être prises. Ils vous créent tout un tas de freins, en fait. Ce sont des gens qui freinent. Vous savez, quand vous conduisez, hein, il y a des gens comme ça, quand ils ne savent pas conduire, ils appuient à la fois. D'ailleurs, il y a des sources d'accidents comme ça. Les gens appuient sur l'accélérateur, ils voient un danger, d'un seul coup, ils continuent à appuyer sur l'accélérateur et ils appuient en même temps sur le frein. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un accident comme ça parce que vous étiez un peu paniqué, vos jambes se sont un peu emmêlées quelque part, vous voyez? Et ça crée toujours des accidents. Et dans les associations chrétiennes, il ne faut pas des gens comme ça. Il ne faut pas des gens qui appuient sur le frein si vous appuyez sur l'accélérateur, parce que ça peut être dangereux, ça peut créer des accidents, entre guillemets. Vous voyez, il faut des gens qui sont dévoués à la cause, dévoués à la vision que vous avez, à votre vision, et vous les amenez plus haut, mais vous avez besoin de ces conseillers. Vous avez besoin de gens qui ont préparé les choses. Vous leur avez dit, voilà, on va faire ça, ok, qu'est-ce que tu en penses? Ok, maintenant, voilà, et tu vas préparer ça. Commence à préparer toute une étude sur tel ou tel domaine, etc. Ça, c'est des personnes qui sont super précieuses parce qu'elles vous font gagner du temps, elles sont avec vous, et c'est des personnes qui sont vraiment loyales et fidèles dans la vision que vous avez, dans votre vision, et elles vous aident énormément. En fait, elles vous déchargent d'un travail et vous avez confiance en elles. C'est des gens qui vont venir, ils vont vous dire, voilà, bon, j'ai vu ça, j'ai fait ça, bon voilà, et là tu dis, bon, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion, etc., etc. Et ces gens-là vous aident, parce qu'ils vous aident à prendre des décisions. C'est de l'aide à la décision, ce qu'on appelle. Et ça, c'est important. Ça s'appelle les conseillers, le bon conseiller. En fait, au lieu d'avoir toutes ces structures d'association, on devrait, mais ça ne peut pas exister parce que le monde ne comprend pas les choses spirituelles. En fait, on devrait avoir des conseils, des conseils de personnes qui sont là et qui sont avec vous, fidèles, que vous choisissez, loyales, que vous choisissez et qui vraiment vous aident à prendre des meilleures décisions. C'est comme ça que ça devrait marcher dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, et qui aussi sont là pour tirer la sonnette d'alarme quand elles sentent qu'il y a un danger quelque part parce qu'elles protègent l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça devrait être en général. En tout cas, l'atmosphère des assemblées générales, ça doit prendre ce caractère, je dirais, purement légal, juridique, afin que vous soyez couverts, protégés et aussi que vous puissiez faire avancer les choses. Mais derrière tout ça, c'est le cœur des gens qui est important, parce que quand ils comprennent bien ce système où on doit faire avancer les choses ensemble sous le leadership du président ou du représentant légal, à ce moment-là, les gens viennent vous aider, les gens sont de très bons conseillers et ça se passe à merveille. Par contre, je vous dis, si on a cette idée où chacun a son mot à dire, veut prendre des décisions, veut discuter les décisions, remet en cause les décisions, n'arrête pas de raconter moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que, avec ces gens-là, vous n'avancerez jamais. Ça, ce n'est pas des gens qui sont fidèles à votre vision, ce sont des gens qui ont une vision et qui disent qu'ils travaillent avec vous dans votre vision. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'Église de Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent il y a de gros conflits dans les assemblées générales, parmi certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'est le ministère. Alors bien sûr, il y a des décisions qui sont votées. Les décisions sont toujours votées selon les statuts à la majorité des membres présents. Ça c'est clair. Donc il faut que le président, le représentant légal dise voilà, voilà, on a discuté sur ça, vous aviez documents, vous a présenté tout ça. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, en général, les gens, quand ça tourne bien, vous avez la majorité complète, c'est-à-dire tous les gens votent, total. C'est souvent les décisions, les gens disent voilà, on est tous d'accord parce qu'ils voient que les décisions sont bonnes, on voit que ça a été bien préparé. Vous savez, les gens le sentent aussi.
Quand vous avez mal préparé votre assemblée générale en tant que représentant légal au président, les gens le sentent. Vous êtes là, vous annoncez quelque chose, et puis il n'y a pas les chiffres qui sont là, le terrain n'a pas été préparé, ça n'a pas été étudié correctement. Vous êtes en train de vouloir faire prendre des décisions à des gens qui ne sont pas au courant, qui ne voient pas un certain professionnalisme. Et ça pose des problèmes. Donc les gens sont là, ils disent non, non, c'est pas possible, on ne peut pas discuter de ça, etc., etc. Ou alors ils commencent à ne pas comprendre et ils sont gênés. D'accord? Alors chaque séance, c'est ce qu'on appelle consigné par un procès verbal. Chaque séance est consignée, c'est l'expression consacrée, par un procès verbal, par un PV. Par un PV. Donc, c'est toujours consigné par un procès verbal. C'est-à-dire que la secrétaire ou le secrétaire a tout pris par écrit. Alors, pas au détail près, hein, c'est les décisions, etc. Ça aussi, il faut former les gens, parce que souvent, dans le monde chrétien, on n'a pas beaucoup de gens formés. C'est triste à dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous entourer avec des bonnes personnes qui sont compétentes. Qui ont un bon cœur, ça c'est clair, mais pas des gens qui sont incompétents. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un bon cœur, mais qui sont incompétents, il faut le dire. C'est triste à dire. C'est malheureux à dire. Il vous faut des bonnes personnes compétentes. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Les bonnes personnes, elles ont un cœur pour la vision que le Seigneur vous a donnée et travailleront de façon loyale et fidèlement pour construire la vision sous votre leadership. Elles n'essaieront pas de contrecarrer, de freiner ou quoi que ce soit. D'accord? Mais vous pouvez avoir des gens braves, gentils, tout ce que vous voulez, honnêtes et sincères, qui ne savent rien dans la vie. Et ça, c'est un problème. Et parfois, il y a des leaders qui sont comme ça, en disant, je vais m'entourer de gens dits ignorants, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit, qui ne comprennent rien, comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ça, c'est une tragique erreur de leadership. Non, il faut que vous trouviez les bonnes personnes. Et ça met des années. Parfois, vous êtes obligé de dire à des gens, écoute, on ne peut plus continuer avec toi, il faut que tu partes. C'est triste à dire, et les gens se sentent frustrés, mais bon, c'est comme ça. Le leader doit savoir prendre ses décisions. C'est triste à dire, c'est difficile parfois. Puis il y a d'autres personnes, au début, elles ne comprennent pas grand-chose, et puis petit à petit, vous les formez, puis au fil des années, elles commencent à comprendre, et les rouages, c'est un peu comme un rodage. Quand vous achetez une nouvelle voiture, une voiture toute neuve, eh bien, il y a un rodage, parce que les pièces, bon, c'est vrai qu'elles ont été usinées d'une certaine façon, mais elles n'ont pas encore l'habitude de travailler ensemble. Et puis au bout d'un moment, elles apprennent à travailler ensemble. Voilà. Les cailloux, c'est pareil, dans les rivières, les jolis cailloux bien ronds, eh bien, c'est parce qu'ils se sont frottés quelque part, et au bout d'un moment, ils se sont affinés, ils sont devenus ronds les uns envers les autres. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne normalement dans tout ce qui est organisation chrétienne. Donc ça c'est très important, il faut qu'il y ait un PV pour chaque assemblée générale, il faut qu'il soit dactylographié, etc., etc. Il faut un délai, alors vous pouvez mettre un délai dans dans votre règlement d'ordre intérieur, par exemple vous exigez 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, hein, pour mettre un délai raisonnable, parce que ce sont des volontaires, la secrétaire ou le secrétaire ce sont des volontaires, donc ils ont un travail à côté, ils ont souvent une famille à côté, donc bien, il leur faut du temps à côté pour pouvoir rédiger correctement et vous rendre le PV proprement. D'accord? Alors tout ça c'est très théorique, en pratique il y a toujours des élasticités, c'est clair, mais bon, en tout cas il faut mettre avec un texte, il faut être clair. Bon, alors les décisions, eh bien, prennent effet juste à la fin de l'Assemblée générale. D'accord? À la fin de l'Assemblée générale, voilà, les décisions qu'on a prises, eh bien, elles prennent effet, voilà, directement. Alors maintenant, grand D, on va voir les assemblées générales extraordinaires. Les assemblées générales extraordinaires. Les assemblées générales extraordinaires, grand D. Alors une assemblée générale extraordinaire, je vous rappelle, c'est en dehors un peu de je dirais, la monotonie, si on pourrait appeler ça, ou je dirais le fonctionnement régulier d'une association. Une association, statutairement, eh bien, doit avoir une assemblée ou deux. Je vous ai dit que deux, c'était mieux pour un ministère. Eh bien, il y a des moments où vous devrez prendre une décision rapide. Il y a des moments importants qui peuvent surgir dans une association, dans la vie d'une association, dans la vie donc d'une association qui va couvrir une ou des églises ou des instituts bibliques ou différentes activités chrétiennes, quelles qu'elles soient, d'accord? Selon le but donc de l'objet de votre association, d'accord? Alors ça s'appelle des assemblées générales extraordinaires, donc les AG extraordinaires. Les AG extraordinaires, on va les convoquer. Et statutairement, je vous rappelle que vous avez un article là-dessus toujours. Et en fait, le mieux, c'est que dans le règlement d'ordre intérieur, donc dans le ROI, il vaut mieux mentionner pourquoi il peut y avoir des assemblées générales extraordinaires et comment il faut les convoquer. D'accord?
C'est bien de le préciser dans le règlement d'ordre intérieur parce que ça peut arriver. Alors par exemple, je vous ai mis ça dans les notes, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le représentant légal ou par la décision commune d'un tiers des membres. Alors ça dépend, des fois c'est un tiers, des fois ça peut être la moitié, etc. selon vos statuts. L'article X des statuts du ministère, pour tout événement important, prise de décision d'urgence sur l'acquisition ou la cession de biens immeubles, prêt bancaire à contracter d'urgence est décidé en comité exécutif. Dissolution du comité exécutif. Parfois, quand il y a des crises dans les associations, il faut dissoudre le comité exécutif. Et ça pose des problèmes. Ou si vous faites un amendement de vos statuts, que d'un seul coup vous dites non, non, il faut d'autres membres permanents dans le comité exécutif, ou on va étoffer le comité exécutif, ça peut arriver. Bon, c'est pas très adroit de faire ça, mais bon, ça peut arriver, c'est vrai. À ce moment-là, il va falloir dissoudre le comité exécutif. Besoin de modification urgente, par exemple, aussi du règlement d'ordre intérieur. Ou alors, il y a des événements qui peuvent être inquiétants. Par exemple, le décès, départ ou démission volontaire d'un des membres du comité exécutif. Là, par exemple, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans trésorier ou sans trésorière. Pourquoi? Parce que le trésorier ou la trésorière, eh bien, on a découvert qu'elle est dans un scandale gigantesque dans sa vie personnelle et qu'il faut absolument qu'elle s'arrête. Et on a déjà convoqué, on a essayé, le pasteur a essayé de lui dire, bon écoute, il faut que tu mettes ta vie en règle, faut que ça ne va pas dans ta vie, etc., etc. Et la personne persévère, etc. Et ça commence à prendre des proportions où il va falloir prendre une décision, c'est-à-dire arrêter. Admettons, je vous donne un exemple. Bon, d'un seul coup, paf, il faut prendre une décision. Ou par exemple, d'un seul coup, elle vous appelle, la personne vous appelle, le trésorier ou la trésorière vous appelle et il dit, bon écoute pasteur, je suis vraiment désolé, je viens d'avoir une mutation dans tel pays. Paf. Et je pars la semaine prochaine. Ah. Ou dans 2 semaines. Oh. Et donc vous vous dites, bah voilà, il nous faut quelqu'un. Et entre-temps, il faut faire une reprise, parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne, vous ne vous y attendiez pas, ça arrive, et là, il va falloir convoquer une assemblée générale extraordinaire, parce qu'il va falloir voter un trésorier ou une trésorière à la place de celui qui va partir ou de celui qui ne veut pas se repentir ou quoi que ce soit. Vous voyez, bon, il peut y avoir un décès, ça peut arriver, d'accord. Bon, il y a toutes sortes de choses. Ou par exemple, vous avez une petite crise, il y a 1 ou 2 membres du ministère qui commencent à faire des histoires épouvantables et il faut prendre... vous savez, des fois, il y a des gens qui deviennent, dans leur tête, ça ne tourne plus. Sous des pressions spirituelles, parfois, il y a des gens bizarres. Hein. On en trouve, ça arrive dans la vie d'associations. Et là, il faut expulser ces personnes rapidement, il faut les chasser rapidement de l'association, les radier. Et là, il faut prendre une décision rapide, parce qu'ils commencent à faire des dégâts, ils commencent à divulguer des choses, ils commencent à faire tout un tas d'histoires, etc., etc., etc. Donc là, il faut prouver qu'il y a tort, que maintenant, légalement, cette personne doit sortir de l'association. Voilà. Bon, enfin, bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour être, des raisons pour lesquelles on peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais c'est bien de le mettre dans le règlement d'ordre intérieur. Comme ça, vous pouvez vous permettre. Alors, le représentant légal convoque une assemblée peut aussi convoquer une assemblée générale quand il sent qu'il peut être menacé aussi dans son comité exécutif. Parfois, ça arrive dans certaines associations et c'est bien de le mettre dans votre règlement d'ordre intérieur. Si d'un seul coup, le comité exécutif commence à vouloir faire une sorte de coup d'État par derrière ou commence à contrecarrer constamment vos décisions ou qui ne viennent pas, par exemple, la politique de la chaise vide. Vous voyez, quand des gens sont dans la grogne, eh bien parfois, alors ça c'est de la mauvaise ambiance, ça arrive dans certaines associations, surtout celles qui commencent à grimper, etc. Il y a des vagues, il y a des fois des difficultés. Et puis vous avez des gens, vous avez un comité exécutif qui constamment vous contrecarre. Ils essayent, ils ont fait du lobbying, ils ont cherché, ils discutent entre eux en dehors, etc. Et quand vous les convoquez en comité exécutif, ils viennent avec 1 heure de retard. Vous êtes là, vous avez convoqué, vous avez 3 ou 4 membres avec vous, et vous êtes tout seul en train d'attendre, vous voyez, des choses comme ça. Il y a parfois des gens qui font des choses comme ça. Donc il faut avoir un moyen de pression qui permette justement de dire, ces gens-là, ça suffit maintenant, moi, représentant légal, je convoque une assemblée générale extraordinaire, et puis on va révoquer ces gens-là, ou on va leur demander de s'expliquer, etc. Alors en général, c'est assez houleux, ça pose beaucoup de problèmes d'avoir ce genre d'assemblée générale, mais bon, parfois il faut le faire. Mais il faut que vous gardiez le contrôle. Alors, les modalités de convocation, en général, le mieux, c'est de mettre les mêmes que pour les assemblées générales ordinaires, d'accord. Alors, là aussi, parfois, il y a un moyen de pression aussi qui peut être dangereux pour le visionnaire. C'est, dans les statuts, normalement, vous devez avoir l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le représentant légal, oui, ça c'est toujours statutairement, il faut le mettre, mais très souvent, on vous imposera aussi, mais aussi avec une certaine proportion de membres. Par exemple, 1 tiers des membres ou 2 tiers, etc. Bon, pourquoi il y a toujours ça, et c'est légal, c'est obligatoire? C'est parce que parfois, le représentant légal peut décéder. Si le représentant légal décède,
et que dans vos statuts, il n'y a rien qui est dit à propos de convoquer une assemblée générale extraordinaire, là c'est une situation de crise. Vous supposez, vous avez une association, le représentant légal décède. Si dans vos statuts, vous n'aviez pas un article qui vous permette, donc de pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire en dehors du représentant légal, ben, ça peut poser des problèmes. Ou si, par exemple, le représentant légal d'une association, le président, donc, fait n'importe quoi, et là, ça ne va plus du tout, ben, il faut quand même avoir une certaine marge de manœuvre de la part des membres pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. L'autre moyen, c'est que les membres fuient et démissionnent. Ça, c'est aussi un moyen, mais parfois, bon, il y a des difficultés qui peuvent se passer dans certains ministères ou certaines associations chrétiennes, mais il y a toujours un moyen, un levier quelque part qui permet à un certain nombre de membres de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour s'enquérir d'une situation. D'accord ? Ça, en général, c'est mauvais. Si vous êtes toujours vivant et vous êtes représentant légal et qu'il y a une assemblée générale qui est convoquée, ça s'est passé dans une association récemment, ici, c'était une association non chrétienne, mais bon, ça veut dire qu'il y a des problèmes, c'est clair, automatiquement. D'accord ? Alors maintenant, on va voir sixièmement le comité exécutif. Sixièmement, comité exécutif. Le comité exécutif, dont vous allez décrire qui il est, hein, c'est qui le comité exécutif, combien il a de membres, et puis c'est bien aussi de mettre l'époux ou l'épouse du visionnaire dans le comité exécutif en tant que membre permanent. Ça, c'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne, c'est de mettre l'époux ou l'époux du visionnaire, de le mettre comme membre permanent. Pas forcément comme trésorier, non, mais comme membre permanent, c'est bien. Parce que si vous êtes deux déjà dans un comité où il y a 5 personnes, c'est bien. Ça permet toujours de voir à peu près. Rappelez-vous que c'est votre ministère, ce n'est pas le ministère des autres. Donc vous devez être en charge de votre ministère. D'accord ? Donc ça, c'est un conseil personnellement que je donne. Et préciser le rôle du comité exécutif par rapport au visionnaire, très important. Il faut préciser le rôle du comité exécutif dans votre règlement d'ordre intérieur par rapport au visionnaire. On va en parler. Parce qu'un comité exécutif qui a trop de pouvoir, c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. C'est très dangereux, ça peut être dangereux pour la vision. Donc il faut absolument limiter le rôle du comité exécutif. Rappelez-vous que le comité exécutif, ça va être l'organe dirigeant. Vous voyez, vous avez l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême. C'est là où on prend toutes les décisions. Mais dans cette Assemblée générale, il y a un comité exécutif, c'est-à-dire un groupe de gens qui sont les décideurs, ceux qui vont faire marcher les choses. C'est pour ça que ça s'appelle souvent comité exécutif. Parfois, on l'appelle un bureau. D'autres fois, quand c'est un peu une grosse association, on va l'appeler peut-être un peu plus conseil d'administration, bien que ce soit réservé plus comme terme plus pour les sociétés, mais parfois ça arrive dans certaines associations qu'on puisse appeler ça conseil d'administration, bon, peu importe. En fait, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de membres qui s'occupent de faire tourner les choses d'une façon pratique. C'est les gens avec qui vous, en tant que visionnaire et représentant légal ou président, vous allez travailler. C'est des gens qui vous entourent, très proches. Et c'est bien d'avoir des gens ultra compétents dans le domaine. C'est-à-dire dans différents domaines. Et en particulier, dans 3 domaines qui vont être le domaine administratif, le domaine juridique et le domaine financier. Ça, vous avez besoin de ces 3 domaines-là, ces 3 compétences-là, administratif, juridique et financier. Dans votre comité exécutif, il faudra avoir des gens comme ça. Et on va en parler justement, l'administratif, le juridique et le financier. Parce que vous avez besoin de gens qui savent de quoi on parle. Si vous avez une grande vision, obligatoirement, vous allez avoir une grosse organisation. Cette grosse organisation doit clairement être établie et sur de bonnes bases. Il y a des gens qui sont compétents, de bons chrétiens, loyaux, fidèles, qui ont de bonnes compétences, et ces compétences, vous devez les chercher, et ces gens-là doivent être vos conseillers, ils doivent vous aider dans différents domaines. On va le voir particulièrement là dans ce temps-là. Alors, sa composition, bien sûr, numéro 1, sa composition. Alors, évidemment, vous recitez les articles. L'article 15, par exemple, des statuts du ministère X, il est composé de tant de membres. Bon, alors, représentant légal,
Toujours visionnaire du ministère, d'accord? Représentant légal ou président. Vice-représentant légal ou vice-président. En général, c'est comme ça qu'on fait un comité exécutif. Ensuite, trésorier et secrétaire. Donc, représentant légal au président, qui est toujours le visionnaire. Rappelez-vous qu'il n'est pas élu. Ensuite, vice-représentant légal ou vice-président ou vice-présidente. Trésorier ou trésorière, secrétaire. Et puis, comme je vous le disais, le mieux c'est de mettre le conjoint dans le comité exécutif, qui souvent évidemment participe à la vision. Parce que rappelez-vous que votre conjoint, normalement, doit participer à la vision que vous avez reçue. Parce que rappelez-vous que si vous êtes dans le ministère, vous avez engagé votre famille. Et parfois, l'époux ou l'épouse peut ne pas prêcher ou enseigner. Par exemple, Joyce Meyer, son mari intervient apparemment rarement, jamais dans les grandes sessions. Peut-être, je ne sais pas s'il fait des choses à droite à gauche, mais il administre tout le ministère derrière elle. Et c'est précieux. Donc évidemment, il est dans son board, dans son conseil d'administration. Vous voyez? Bon, c'est bien, il faut avoir l'époux ou l'épouse parce que l'époux ou l'épouse est impliqué. La famille est impliquée. Votre famille est impliquée. Vous êtes dans le ministère, votre famille est impliquée. Donc il faut que votre époux ou épouse sache exactement ce qui se passe. D'accord? Alors, on va, dans le cours suivant, comment dire, détailler le rôle de chaque membre du comité exécutif. Parce que chacun a son rôle et a un rôle spécifique. On ne peut pas faire n'importe quoi et il faut que les gens comprennent leur rôle. Vous savez, souvent, j'ai remarqué qu'il y a des conflits entre les gens quand, au départ, on n'est pas bien d'accord. On n'a pas expliqué. Si vous êtes leader, il faut expliquer à chacun son rôle. Et souvent, malheureusement, le leader oublie de faire ça ou le fait d'une façon très floue. Et les gens sont toujours en train de dire qu'au bout d'un moment, quand il y a des pressions, ils commencent à dire « Ah oui, mais moi je pensais que tu pensais que je pensais que tu pensais. » Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on se retrouve dans la confusion. Et c'est très très souvent le cas. Très souvent le cas. C'est vraiment le cas pour les mariages, ça c'est tout à fait typique. Mauvaise préparation. Mais c'est le cas aussi beaucoup dans les associations chrétiennes. Et on se retrouve des fois avec des pressions ou avec des choses où les gens ne comprennent pas leur rôle. Donc si vous ne définissez pas correctement les rôles, et souvent le problème du pasteur, c'est qu'il a besoin de gens pour l'aider. Donc il va prendre les personnes qui sont dispo. Mais les personnes dispo ne sont pas forcément les meilleures personnes, tristement. Et ça met du temps, je vous le rappelle, ça met du temps. La majorité des associations qui ont commencé avec des membres fondateurs ne restent qu'avec 2 ou 3 membres fondateurs au départ, 5 ou 6 ans plus tard ou 10 ans plus tard, il ne vous reste plus que 2 ou 3 membres fondateurs sur la liste. C'est classique, c'est tout à fait classique dans le monde chrétien. Donc, obligatoirement, ces gens-là, soit ils seront partis, soit ils seront en désaccord avec vous et ils ne veulent plus entendre parler de vous, soit il y aura eu des conflits, soit il y aura eu des gens qui auront déménagé, soit ils seront morts, tristement certains. C'est triste à dire, mais parfois ça arrive. En tout cas, pour X raisons, éloignement géographique, enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est tout à fait classique. D'accord? Alors, on va regarder quand même le représentant légal. Numéro 1, représentant légal. Et là encore, il faut répéter. Représentant légal, c'est toujours le visionnaire fondateur, ou l'un des visionnaires, mais le visionnaire, ok. Et son rôle, c'est toujours diriger le ministère. Diriger le ministère, et à la fois spirituellement, juridiquement. Donc, c'est lui qui dirige, juridiquement, économiquement et socialement. Donc spirituellement, pardon, juridiquement, économiquement et socialement le ministère. Et bien sûr, il le fait avec l'aide du comité exécutif. Donc il dirige spirituellement, juridiquement, économiquement, socialement le ministère, mais il le fait avec l'aide du comité exécutif. Et là, dans votre règlement d'ordre intérieur, je vous conseille fortement de répéter que vous n'êtes pas élu ni éligible. Donc vous n'êtes pas élu ou éligible, d'accord? Donc vous dites dans le ministère, le représentant légal n'est pas élu. Voilà, pouf, vous le répétez encore. C'est dans vos statuts et vous le répétez dans votre règlement d'ordre intérieur. Comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Et une fois que les gens
sont habitués à cela, ça ne vous posera plus aucun problème. Et vous dites qui, et ça il faut le mettre dans votre règlement d'ordre intérieur, qui prendra votre succession. Parce que vous pouvez mourir. Amen. Donc le mieux c'est d'écrire. Comme ça il n'y a pas d'équivoque possible, d'accord? D'office, un tel prend la succession. Alors, vous pouvez mettre votre épouse, votre époux. Voilà. Ou alors, peut-être quelqu'un d'autre que vous avez formé pendant des années. Et le mieux c'est de le mettre au bout d'un moment. C'est pour ça que le règlement d'ordre intérieur doit bouger quelque part. D'accord? Si par exemple au bout de 20 ans, 30 ans, vous avez formé quelqu'un qui vraiment est proche, vous savez que c'est lui ou elle qui va prendre la succession, bah vous le mettez, c'est tout. Mais que ce soit bien sûr en accord avec votre époux ou épouse, d'accord? Ça c'est important. Mais c'est bien, comme ça, bon, vous mettez les délais de la succession, etc. Comme ça, c'est clair. Parce qu'on verra que l'aspect de la succession, c'est un aspect qui est très délicat dans une vision. Très délicat. On en parlera sur les lois du leadership, d'accord? Alors, le rôle du, comment dire, du représentant légal ou du président, c'est bien sûr de convoquer les différentes réunions du comité exécutif, donc du CE, comité exécutif CE. Donc, il convoque les différentes réunions du comité exécutif et les assemblées générales. Donc, rappelez-vous qu'il représente l'association aussi. Il représente l'association, donc il convoque les différentes réunions du comité exécutif et de l'assemblée générale. Donc, évidemment, il va signer tous les documents. Tous les documents vont passer par lui. Ça donne un caractère légal. C'est un pouvoir qu'il a. Un pouvoir de signature. Donc tout ce qui va être contrat de location, les prêts bancaires, les actes notariés, etc., etc. Donc il va signer contrat de location, prêt bancaire. Il représente l'association, d'accord? Mais attention, ne signez rien directement. Il faut que toujours vous soyez, ce soit endossé par quoi? Par un comité exécutif et ou l'assemblée générale. Attention, d'accord? Vous avez un pouvoir de signature en tant que représentant légal, mais attention, avec des décisions qui ont été prises légalement. Ok? Mais c'est son rôle. C'est votre signature en tant que représentant légal qui est déposée. Elle est déposée auprès du gouvernement. S'il y a un litige quelconque, on cherchera quelle est la signature qui a été déposée au gouvernement, donc au ministère de l'Intérieur ici, dans les préfectures, dans d'autres pays francophones, etc. etc. Obligatoirement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou dans différents départements légaux. Donc vous avez un pouvoir de signature, c'est-à-dire que vous représentez. Donc votre signature, il faudra y faire attention. Et vous ne pouvez pas poser votre signature sur n'importe quel document, n'importe comment. Par exemple, vous engagez l'Église dans un contrat de location, il faut faire ça, mais d'abord, il faut avoir convoqué un petit comité exécutif. Donc voilà, on a l'opportunité d'aller dans ce bâtiment, etc., etc. Donc je vais signer ce document, on étudie le contrat, etc., etc. Et paf, il y a une décision, un petit procès verbal, comme nous verrons, un PV pour le comité exécutif. Et je dirais, votre signature apposée sur ce document, c'est endossé par une décision de comité exécutif, vous voyez. Ça, c'est votre aval. Ça, c'est quelque chose qui sera plus contestable après. Si vous vous engagez à signer n'importe quoi, c'est pareil, un prêt bancaire. D'abord, une banque ne vous fera pas un prêt bancaire si vous vous pointez comme ça dans une banque en disant « je suis représentant légal, machin truc, je voudrais emprunter X dizaines de milliers de dollars ». On vous dira « monsieur, présentez-nous un procès verbal d'une assemblée générale vous donnant le pouvoir ». Comme quoi, vous avez la capacité juridique à ce moment-là par rapport à cet emprunt. Et vous devez montrer, c'est la même chose si vous signez pour un bâtiment, si vous achetez un terrain, si vous achetez des choses où il faudra poser une signature quelque part. Obligatoirement, on va vous demander quoi? On va vous demander donc une assemblée générale, un procès verbal d'assemblée générale, qui doit être d'ailleurs notarié, qui doit être reconnu par un officier de l'État. Ça, c'est obligatoire. Si vous signez quelque chose comme ça, et qu'il y a une contestation après, attention, ça peut vous coûter cher, très cher. Mais c'est votre rôle. Maintenant, rappelez-vous, vous travaillez sous un système juridique associatif. Ce n'est pas en votre nom que vous faites ça au nom de l'organisation que vous représentez. Donc vous avez un caractère légal auquel vous devez faire très attention. Il faut faire très très attention à ça. Ne faites pas attention à ça, tôt ou tard vous aurez des ennuis. Alors, il définit les attributions aussi des membres du comité exécutif. Il définit les attributions
des membres du comité exécutif, en début de mandat bien sûr. Vous expliquez à chacun son rôle. C'est marqué dans le règlement d'ordre intérieur, on va le voir, mais c'est bien de bien expliquer tout ça. Et puis, il va prendre les décisions pour l'avancement du ministère, d'accord? Il prend les décisions pour l'avancement du ministère. Il prend les décisions pour l'avancement du ministère, donc tant sur le plan spirituel, financier, juridique que social. Donc toujours les 4 volets, d'accord? Donc il prend les décisions sur l'avancement du ministère, sur le plan spirituel, financier, juridique et social. D'accord? Il les prend, mais il est toujours couvert par son comité, il est toujours couvert par son assemblée générale. Mais rappelez-vous, c'est vous qui dites, voilà, on emmène le bateau dans cette direction-là. Ok, voici avec quels moyens on va faire ça. Et vous avez des conseillers, ok? Mais c'est vous qui devez donner les directions. Mais vous travaillez avec vos conseillers. Si vous commencez à jouer le leader solitaire qui ne veut jamais rien communiquer avec les gens qui sont dans votre association, vous allez avoir des problèmes. Il faut savoir le faire. Vous voyez, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Il ne faut pas que les membres de l'association vous empêchent d'aller plus haut, mais il ne faut pas non plus que vous choisissiez d'aller tout le temps plus haut tout seul. Vous voyez un peu l'équilibre qu'il doit y avoir entre les deux. Parce que de toute façon, dans le leadership, vous ne réussirez jamais tout seul. Il faut que les gens aient confiance en vous. Et pour que les gens aient confiance en vous, vous devez construire une relation avec les personnes qui sont vos conseillers. Si vous dites, toi, tu es mon conseiller, et que jamais vous allez voir la personne, que vous la méprisez en disant c'est juste un titre quelque part parce qu'on a besoin de remplir une case sur la liste des membres, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez des gens qui sont vraiment vos conseillers. Donc, vous allez communiquer avec eux, mais ces gens-là aussi doivent comprendre leur rôle de ne pas vous empêcher dans votre vision. Voyez? Et de vous dire, pasteur, attention, là, à mon avis, il faut quand même être prudent. Vous voyez, il vous donne des conseils, il vous dit, tiens, j'ai entendu parler de telle chose, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on aille s'enquérir la situation ici? Tiens, il y a une organisation bancaire, ou je ne sais pas, ou juridique, ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on pourrait leur demander certains conseils. Ah, vous voyez, donc il vous donne des idées supplémentaires. Tiens, j'ai entendu parler qu'on va faire ceci ou cela dans l'urbanisme, peut-être que vous pourriez, on peut se renseigner. Oui, il vous donne des idées, ok? Donc c'est l'équilibre entre les deux. Donc le pasteur qui cache tout, le représentant légal qui cache tout le temps, ça c'est très très mauvais et d'ailleurs c'est inacceptable. Il faut dire ce qui est. C'est une très mauvaise approche du leadership. Très très mauvaise approche du leadership. Ça c'est quelqu'un qui ne comprend pas que Dieu donne des bonnes personnes et vous donnera obligatoirement des bonnes personnes. Et vous devez les repérer. Dans le leadership, il faut avoir du flair, on verra. C'est une loi des leadership aussi. Donc vous repérez les bonnes personnes, ces personnes-là, vous allez les attirer de plus en plus, et c'est avec elles que vous allez pouvoir aller plus haut, parce que tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. Okay? Mais ces personnes-là doivent comprendre leur rôle, surtout de ne pas vous empêcher d'aller plus haut. Okay? Voilà pour ce cours.